Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de la propagation d'une onde lumineuse, انتشار موجة ضوئية. Cette leçon qui concernant le programme de deuxième année bac, toutes les filières scientifiques. Les objectifs de cette leçon, le premier objectif est de connaître la nature de la lumière. Le deuxième objectif est de connaître la diffraction de la lumière ou bien d'étudier la diffraction de la lumière. Et troisième objectif est de parler de la dispersion de la lumière par un prisme. Premièrement, la nature de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Donc, pour montrer que la lumière est une onde électromagnétique, il faut d'abord faire deux expériences. La première expérience est de savoir est-ce que la lumière est une onde. Deuxième chose, quel est le type de cette onde. Donc, la première expérience, prenons un laser. Ce laser émet des rayons lumineux. Et on a besoin d'un écran. Lorsque on envoie, ou bien lorsqu'on émet un rayon lumineux au niveau de laser, le rayon lumineux se propage selon une droite rectiligne. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, au niveau de l'écran, on obtient seulement un seul point. Mais lorsque on interpose encore une fente ou bien un obstacle de fente qui contient donc un fond de largeur petit a, cette lumière pénètre ou bien traverse la fente et on obtient sur l'écran des taches et non pas un seul point. Donc on obtient des taches. La tache qui s'appelle la tache centrale et l'autre tache. Donc, on obtient des taches lumineuses et d'autres taches qui sont sombres. Donc, la tache lumineuse, tache sombre, tache lumineuse d'une façon successive. Donc, pour cela, on peut déduire d'après cette expérience que la lumière a une nature ondulatoire. L'expérience numéro 2. Quel est le type de cette onde? Après avoir connaître que la lumière possède une nature ondulatoire, quel est le type de cette onde? Pour cela, dans cette deuxième expérience, on veut déterminer est-ce que la lumière est une onde mécanique. Est-ce que la lumière a besoin de la matière pour se propager? Donc pour cela, pour répondre à cette question, on dispose de ces dispositifs. Un laser émet un rayon lumineux et une cloche à vide qui contient premièrement de l'air et un écran pour voir est-ce que la lumière pénètre cette cloche ou bien non. Premièrement, à l'intérieur de la cloche, il existe de l'air. Dans ce cas, on va conclure que, ou bien on va observer que la lumière pénètre l'air pour arriver à cet écran. Deuxième expérience, lorsque l'existence du vide, c'est-à-dire à l'aide d'une pompe à vide, on peut vider l'intérieur de cette cloche pour avoir le vide et même chose, on émet un rayon lumineux, on observe encore dans ce cas que la lumière pénètre le milieu qui est le vide pour arriver à l'écran. Donc pour cela, on peut dire que la lumière soumise au phénomène de diffraction, c'est-à-dire la lumière est une onde, qu'elle possède les mêmes caractéristiques et mêmes propriétés d'une onde progressive. Deuxième chose, les ondes lumineuses se propagent dans le vide et dans les milieux matériels transparents. On dit alors que la lumière est une onde électromagnétique. Quels sont les deux types de l'onde lumineuse? Premièrement, la lumière monochromatique.
Donc le premier type est la lumière monochromatique. C'est la lumière qui contient une seule radiation. Comment on peut avoir, est-ce que la lumière est monochromatique ou bien polychromatique, ou bien est-ce que la lumière contient une seule radiation ou bien nombreuses radiations? Pour cela, on peut utiliser le phénomène de diffraction ou bien le phénomène de dispersion. Par exemple, pour le phénomène de dispersion, un laser émet un rayon lumineux. Pour arriver à la phase numéro 1, donc dans la phase numéro 1, il se déviait, et pour arriver à la phase numéro 2, et encore, il se déviait. Donc ça, c'est le phénomène de dispersion de la lumière. Dans ce cas, puisqu'avant le prisme et après le prisme, on a une seule couleur, c'est-à-dire que la lumière est une onde monochromatique. Donc dans ce cas, dans cet exemple, c'est une lumière monochromatique parce que avant et après le prisme, on observe une seule couleur. Donc la même couleur qui est la couleur rouge dans cet exemple. Le deuxième type est la lumière polychromatique. Quand est-ce qu'une lumière est polychromatique? Une onde constituée, c'est une onde constituée de nombreuses radiations de fréquences ou bien de longueurs différentes. Par exemple, la lumière blanche. Si la source est une source blanche, lorsqu'elle émet ce faisceau lumineux, lorsqu'elle arrive à la phase numéro 1, elle se disperse, c'est-à-dire elle donne plusieurs radiations de couleurs différentes. Donc même chose dans la deuxième phase, on va avoir plusieurs couleurs. Donc cet intervalle est appelé l'intervalle de la lumière visible à l'œil nu. Donc on peut avoir seulement cet intervalle. Mais on a encore d'autres radiations qui n'ont pas visibles, qui sont invisibles, les infrarouges et les ultraviolets, etc. par exemple. Les longueurs d'onde dans le vide correspondantes à ce domaine sont comprises entre 400 et 800 nanomètres, avec un nanomètre égal à 10-9 mètres. Dans ce domaine encore, les fréquences sont comprises entre 7,5 ou bien entre 3,8 10 puissance 14 Hz et 7,5 10 puissance 14 Hz. Donc ça, l'exemple de l'intervalle des ondes lumineuses visibles à l'œil nu. La célérité de l'onde lumineuse. La célérité, ou bien la vitesse de propagation de la longueur d'onde et la longueur d'onde lumineuse dépendent de milieu de propagation. Donc c'est quoi dépend de milieu de propagation? C'est-à-dire que la valeur de la vitesse change lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Dans le vide ou bien dans l'air, il s'appelle la célérité. La vitesse de propagation dans le vide est appelée la célérité. La célérité de la lumière est une constante universelle qui vaut pratiquement C égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu matériel transparent, la vitesse de propagation a une valeur V plus faible que ou bien inférieure à C. Donc on a deux valeurs pour le vide ou bien pour l'air. Il a une valeur constante qui est 3 10 puissance 8, mais dans un autre milieu matériel, on va voir une autre valeur qui est inférieure à C. Une remarque, les deux vitesses sont liées par la relation suivante. N égale à C sur V, avec N est l'indice de réfraction du milieu transparent, et C est la vitesse ou bien la célérité de l'onde, V la vitesse de propagation dans un milieu matériel. N est une grandeur sans unité. Donc, la vitesse sur la vitesse, c'est-à-dire on va simplifier par les unités pour avoir que N est une grandeur qui est sans unité. Même chose, la valeur de N est supérieure ou égale à 1 parce que C est toujours supérieur à V. Donc, N est toujours supérieur ou égal à 1.
Pour la longueur d'onde, on a dit encore que la longueur d'onde lumineuse dépend du milieu. Donc dans le vide, lambda 0, on peut la mesurer par cette relation lambda 0 qui est égale à C, donc la célérité de l'onde dans le vide sur la fréquence n, ou bien on peut dire encore n, ou bien nu, ou bien f, la fréquence de l'onde lumineuse, qui est et ça c'est très important, n est la fréquence de la source. Toujours, la fréquence ne change pas parce que la fréquence est la fréquence de la source, ils n'ont pas de milieu. Dans un milieu matériel, la longueur d'onde peut la mesurer en utilisant la relation V sur N. D'après les relations précédentes, on peut encore écrire, donc on a N égale à C sur V, C égale à lambda 0 fois N, et encore lambda égale V fois N, donc on simplifie par N pour avoir lambda 0 sur lambda. Prenons un petit exercice d'application pour ce paragraphe. Une source laser émise un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda 0 égale à 632 nanomètres. Premièrement, calculer la fréquence de l'onde lumineuse émise par le laser. Deuxième question, calculer la vitesse de propagation de cette onde dans l'eau. Donc, on change le milieu de vide vers l'eau. Déterminer la longueur de l'onde de cette lumière dans l'eau. Pour les données, la célérité d'onde dans le vide, c'est égal à 3 × 10⁻8 mètres par seconde. L'indice de réfraction de la lumière dans l'eau égale à n égale à 1,33. Donc, première question, la fréquence de l'onde lumineuse émise par le laser. On utilise les données pour calculer n, et donc n égale à c sur lambda 0, avec c 3 10⁻8 sur 632 nanomètres, le nanomètre égale à 10⁻9 mètres, pour avoir cette valeur qui est 4,74 10⁻14 Hz. La vitesse de propagation de cette onde dans l'eau, donc dans l'eau, la vitesse change et la fréquence ne change pas. Donc on peut utiliser que l'autre donnée qui est n, l'indice de réfraction dans l'eau, qui est V égale à C sur N, ou bien N égale à C sur V, c'est-à-dire V égale à C sur N. Donc 3 10⁻8 sur 1,33 pour avoir cette valeur qui est 2,25 10⁻8 mètres par seconde. Troisième question, on veut calculer la longueur d'onde de cette lumière dans l'eau. Même chose, pour calculer la longueur d'onde, on peut utiliser cette relation, mais on peut changer C avec V et lambda 0 avec lambda. Donc on peut écrire que lambda égale à V sur N, qui égale encore 2,25 10⁻8 sur 4,74 fois 10⁻14. Donc la valeur est égale à 4,76 fois 10⁻7 mètres, qui est égal à 476 nanomètres. On peut encore, pour répondre à cette dernière question, on peut utiliser la relation entre lambda 0 et lambda et petit n, qui est l'indice de réfraction, qui est n égale à lambda 0 sur lambda. Même chose, on va voir le même résultat. Le phénomène de diffraction de la lumière. Lorsqu'une onde lumineuse monochromatique rencontre un obstacle ou une ouverture de faible dimension, on observe sur l'écran, ou bien sur un écran situé à une distance d de l'obstacle, plusieurs taches lumineuses séparées par des taches sombres. Donc, d'une façon successive, on va voir des taches lumineuses et des taches sombres. La tache centrale est la plus lumineuse que les autres taches et 2 fois plus large. Donc, il est plus large que les autres. Donc, ça, c'est la figure ou bien le schéma d'une diffraction de la lumière. Donc, on dispose d'un laser, puis une fente de largeur réglable à cette fente située à une distance d de l'écran. Donc, dans ce cas, on va voir
des tâches, qui est des tâches lumineuses et des tâches sombres. Et la tâche centrale est la tâche la plus grande. Les tâches lumineuses obtenues sont correspondent à la forme de la fonte et sa direction. Premier exemple, c'est la fonte est disposée d'une façon verticale. Donc, regardons une fonte verticale. Les tâches obtenues sont d'une façon horizontale. Donc, ils sont toujours perpendiculaires sur la direction de la fonte. Donc, la fonte est verticale, les tâches seront d'une façon horizontale. Même chose, lorsque la fonte est horizontale, on obtient des tâches d'une façon verticale, c'est-à-dire elles sont toujours perpendiculaires. Mais lorsqu'on dispose encore ou bien à la place d'une fonte, si on pose un trou, on obtient des cercles. Donc le schéma observé ou bien des tâches seront sous forme de cercles. La largeur L de la tâche centrale augmente dans le cas où la distance D entre la fonte et l'écran est plus grande. Et encore, la largeur de l'onde lumineuse lambda augmente. Et troisième cas, la largeur A de la fonte diminue. Donc L augmente dans les trois cas, lorsque D augmente, lorsque lambda augmente et lorsque A diminue. L'écart angulaire. Donc même chose, le phénomène de diffraction, un faisceau laser ou bien un faisceau lumineux arrive à une fente de largeur petit a, on obtient la tâche centrale qui est la plus importante pour nous pour étudier le phénomène de diffraction. Donc c'est quoi l'écart angulaire? L'écart angulaire θ, c'est l'angle entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction, ou bien entre le centre de la tâche centrale et la première tâche sombre. Donc θ est cet angle entre le centre de la tâche centrale et la première extinction. Même chose, on peut encore définir θ dans l'autre côté qui est toujours l'angle entre le centre de la tâche centrale et la première extinction vers le bas encore. Donc θ égale à OKM. Quelle est la relation ou bien l'expression de θ en fonction des paramètres de cette figure? Donc d'après cette figure, la tangente de l'angle θ égale la moitié de la largeur de la tâche centrale, donc L sur 2 sur la distance D. Donc ça c'est la tangente de l'angle θ, égale L sur 2D. Mais pour le phénomène de diffraction, toujours l'angle θ est très petite, donc on peut écrire que tangente θ égale à θ. Et θ est exprimé en radian toujours, ou bien il s'exprime en radian. Toujours l'angle θ sera très minimal. Donc dans ce cas, on peut écrire à la place de tangente de θ seulement θ. Donc θ égale à L sur 2D. Donc ça c'est la première relation de l'écart angulaire θ. D'autre part, si on fait varier la largeur A de la fente sur des valeurs différentes et on mesure dans chaque fois la largeur L de la tâche centrale de diffraction sur l'écran, puis on calcule encore l'écart angulaire. Dans ce cas, donc, on trace la courbe de θ en fonction de l'inverse de A, donc de 1 sur A, on obtient une courbe comme cette figure, ou bien comme cette courbe. Donc θ en fonction de 1 sur A est une fonction linéaire. Ou bien on peut encore tracer la courbe de L de la largeur de la tâche centrale en fonction de 1 sur θ, on obtient la même chose, une fonction linéaire. Donc puisque cette courbe est une fonction linéaire, on peut écrire donc que θ égale à lambda sur A. Avec lambda, dans ce cas, représente quoi? Donc θ en radian toujours, lambda et A en mètres.
La longueur d'onde lambda, dans ce cas, représente le coefficient directeur de la courbe. Donc, c'est très important comment déterminons la lambda au niveau de la courbe. Donc, graphiquement, lambda représente le coefficient directeur de la courbe. Donc, lambda égale à delta θ sur delta 1 sur A. D'après les relations précédentes, on écrit donc lambda. Donc, les relations de θ égale à lambda sur A égale à L sur 2D. Donc, on peut écrire que L égale à 2 fois D sur lambda ou bien lambda sur A. Donc, on peut écrire que L égale à 2D fois lambda sur A. Dernier paragraphe, la dispersion de la lumière. Et seulement, on va parler des lois de Descartes ou bien les lois de Descartes pour les réfractions. Un rayon lumineux arrive à la face numéro 1 du prisme dans un point I et arrive encore, et il se dévie pour arriver à un autre point qui est prime de la deuxième face du prisme et pour se dévier une deuxième fois dans la deuxième face. Pour connaître les angles, l'angle d'incidence et l'angle entre le rayon lumineux, entre la direction de rayon lumineux et la normale, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à la face numéro 1. Donc I. Même chose, l'angle entre la direction de la droite à l'intérieur du prisme et la normale à la face numéro 1 est appelé R, petit r. Même chose au niveau de la face numéro 2, et donc on trace la normale, l'angle R' et l'angle entre la direction de la droite de rayon lumineux et la droite qui est la normale. Même chose, E' qui est l'angle de réfraction au niveau de la face numéro 2. Un autre angle qui est l'angle entre la direction initiale du rayon lumineux et la direction finale de ce rayon lumineux. Donc, cet angle est appelé l'angle de déviation. Ce rayon parcourt d'un milieu 1 d'indice de réfraction N1 vers l'intérieur ou bien vers un autre milieu qui est le même milieu qui est l'air souvent qui est le vide ou bien l'air, milieu 1 d'indice de réfraction N1 qui est souvent égal à 1. Et à l'intérieur de prisme, on a un autre milieu d'indice de réfraction N2. Quelles sont les relations ou bien les lois de Descartes? D'après la deuxième loi de Descartes, au point I, N1, l'indice de réfraction du milieu 1 fois sinus de l'angle d'incidence, égale N2, qui est l'indice de réfraction du milieu numéro 2 fois sinus de l'angle R. Au point E', N2 fois sinus R' égale à N1 sinus fois E'. L'angle de prisme A égale à R plus R'. C'est la troisième relation. La dernière relation est l'angle de déviation qui est D égale à I plus E' moins A. Donc c'est la dernière relation. Donc on arrive à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. Au revoir dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.